Ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. En FM, en grandes ondes, en numérique ou par Internet, La radio vous tend le micro, vous donne la parole. vous écoute, La radio, votre accès anonyme à l'information vérifiée. celle qui libère. Le 13 février, Fêtons ensemble la radio avec l'UNESCO. On vient d'avoir un de nos invités, notre invité suivant qui vient d'arriver. L'idée, c'est aussi de créer le dialogue au sein de cette radio spéciale pour cette journée mondiale de la radio. C'est Dominique Guillot, le patron d'Africa numéro 1, qui justement a écouté attentivement ce que vous avez dit, puisque alors vous êtes une radio africaine faite de France, mais qui est sur le point d'être diffusée en Afrique. Alors justement, ça c'est votre sujet, les élections, hein, puisque je crois que vous allez prochainement être diffusé en République démocratique du Congo, c'est ça, entre autres, où on sait qu'il y a parfois des difficultés autour des élections. Donc j'imagine que c'est un guide que vous avez regardé attentivement, et d'ailleurs vous avez dialogué avec les différents partis pour essayer d'avoir une couverture qui soit la plus équitable possible, hein, c'est ça, hein, si je paraphrase un peu, hein. Voilà, bonjour à tous. Je dirais que c'est quand même la moindre des choses pour une équipe journalistique, surtout exerçant son métier à Paris, de s'assurer que l'équilibre de l'information est respecté quand on couvre des élections. Mais c'est vrai que même si les choses parfois vont sans dire, elles vont toujours mieux en le disant, et surtout dans les contextes africains dans lesquels on cherche assez rapidement à instrumentaliser les médias qui sont sur le terrain. Les choses ne sont pas si évidentes que ça, hein, quand même. Hein, extrêmement vigilant. Après, moi, je me félicite qu'il y ait ce type d'initiative, et je note aussi, pour dialoguer avec eux régulièrement, que les autorités de régulation en Afrique sont en train de prendre leur place, celle qu'il est indispensable qu'elles aient pour que les médias soient responsabilisés, soient professionnels, soient encadrés. Parce que c'est vrai que quand on est un éditeur de radio, on a souvent le sentiment que les autorités de régulation sont des empêcheurs de tourner en rond, parce que par définition, ce sont celles qui agitent aussi le bâton quand les choses ne vont pas. Mais en fait, elles sont indispensables. C'est parce qu'il y a des autorités de régulation fortes, et on le voit avec le CSA en France, que les médias peuvent se responsabiliser. Après, le travail, il ne va pas se faire en un jour, parce qu'évidemment, il y a une profusion de médias autorisés et tolérés, hein, parfois, parce qu'en fait, sur le paysage radio, il n'y a pas que des gens qui ont des vraies autorisations d'émettre dans certains pays. Et donc, il faut pouvoir responsabiliser les gens et toucher là où ça fait mal. Il y a forcément un processus de sanction aussi qui est indispensable et qui n'est pas toujours exercé. Alors, nous, on reste dans cette affaire modeste parce que, comme vous l'avez dit, c'est une radio qui est à Paris aujourd'hui, qui, à partir du mois de mars, c'est une chose que je vous annonce aujourd'hui, va émettre à Abidjan. Et qui, ça va être votre première fréquence hertzienne en Afrique. Hein. En Afrique. Après, je dirais que c'est le retour d'Africa numéro 1, parce que cette radio a une histoire africaine, a d'abord une gabonaise, histoire africaine. C'est ça Gabonaise, puis entre autres. Dans 14 pays d'Afrique. Elle a été la grande radio généraliste africaine dans les années 80. Donc on est en train de retricoter ce lien avec le continent. C'est une radio qui émet de Paris, mais je dirais... C'est pas une radio française. Hein. Voilà. Ça n'est pas une radio française, c'est une situation transitoire qui est liée aux événements, parce que la partie gabonaise a été défaillante et qu'on s'est retrouvé seul. Mais il est clair que la vocation de cette radio est d'être une radio africaine sur le continent. Et d'ailleurs, pour marquer ce choix-là, nous avons créé une société à Abidjan de droit ivoirien, qui sera la plateforme à partir de laquelle la radio est redéployée en Afrique francophone. Donc, Abidjan, 91.5 à partir du mois de mars. Brazzaville, au mois de juin, 94.5. Évidemment, avec Brazzaville, donc Kinshasa, puisque, comme on le sait, ce sont l'autre côté du fleuve, hein, capitales les plus proches du monde. Et puis donc, nous sommes en discussion avec les autorités camerounaises, avec les autorités sénégalaises, burkinabées. Et donc, nous avons vocation, dans les 5 ans, à être présents dans 20 pays en Afrique. Et j'ajoute un point qui est important pour moi, c'est que le montage de ce projet a été fait avec un fonds d'investissement spécialisé dans l'Afrique, que je cite, investisseur et partenaire de Jean-Michel Severino, mais avec des actionnaires africains, puisqu'en fait il s'agit bien de créer et de développer un nouveau média africain.
Alors justement, on parlait des régulateurs des médias, Bertrand Levent. Le OIF, vous travaillez justement avec le REFRAM, c'est ça, le réseau francophone des régulateurs des médias. Est-ce que ça progresse justement? Parce que la régulation des médias, on parle souvent de la responsabilité des patrons de radio, médias audiovisuels. Mais est-ce que vous constatez malgré tout un progrès dans beaucoup de pays autour de cette régulation qui est extrêmement importante, on le sait. Alors, on parle souvent en France du gendarme de l'audiovisuel, mais c'est pas vraiment un gendarme, c'est un régulateur. Il est là justement pour veiller au grain. Et dans beaucoup de pays, notamment ceux cités par Dominique Guillot, dans lequel Africa numéro 1 va arriver, c'est peut-être encore plus important. Tout à fait. On voit des progrès, notamment par exemple par la constitutionnalisation des autorités de régulation, ce qui est une marque de l'importance. Une vraie autorité. Exactement. Voilà. Et puis une reconnaissance aussi de l'importance de ce type d'institution dans les paysages démocratiques pour la défense de la liberté d'expression, mais aussi pour l'accompagnement et le développement du secteur audiovisuel. Alors peut-être un autre élément important pour lequel vous travaillez, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est l'éducation aux médias. Et notamment, vous mettez en valeur et vous encouragez la production radiophonique. Vous mettez en place ce qu'on appelle des MOOC. C'est des outils de formation en ligne qui sont gratuits, notamment destinés à la jeunesse pour qu'ils produisent des podcasts. Alors on parle de la radio comme étant souvent un moyen de diffusion en direct, en live, en streaming, comme on dit, mais aujourd'hui on voit bien qu'avec l'émergence du digital, le podcast est un nouveau territoire d'expression beaucoup plus facile. Il est facile tous de produire des chroniques, des émissions. Il suffit d'un micro, d'un ordinateur et de le diffuser sur Internet, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais voilà, ça favorise tout ça. Et vous favorisez cela notamment pour la jeunesse, pour qu'ils produisent du podcast, puisqu'il y a quand même une agilité de l'outil qui permet de pouvoir créer des choses très intéressantes. Tout à fait. On peut remarquer qu'en radio, la plupart des outils se sont démocratisés. Il faut souligner que l'apport du numérique a permis cette liberté d'expression et cet accès à la liberté d'expression pour pouvoir créer soi-même son propre podcast. En français, je pense qu'on dit balado-diffusion. Alors, ça ne prend pas beaucoup. Mais d'ailleurs, il y a un débat là-dessus. On peut peut-être faire une aparté avant de continuer là-dessus. Mais le balado-diffusion, le podcast, c'est le terme anglophone, mais peut-être que la francophonie devrait réfléchir à un autre terme, puisqu'on ne l'écoute pas forcément en balade, puisque maintenant on l'écoute sur des enceintes connectées. Donc peut-être qu'il y a un autre terme à utiliser pour le podcast, puisque balado-diffusion correspond plus réellement à l'usage, non ? C'est sûr, et bien, on le voit récemment sur des nouveaux usages, des nouvelles pratiques. L'Académie française a parlé d'infox pour ne pas parler de fake news. On voit bien que la langue française est une langue évolutive et dynamique, donc on est certain que par la suite, les professionnels de la radio ainsi que les auditeurs pourront trouver le juste terme francophone, et la langue française regorge de trésors pour pouvoir créer ce genre de choses. Tout à fait. Alors en balado-diffusion, revenons là-dessus. Vous allez favoriser justement peut-être la création par la jeunesse de ce type de support. Tout à fait. Vous trouverez en ligne sur le portail de la jeunesse de la francophonie un CLOM. Ce n'est pas un MOOC. Donc un CLOM, c'est un cours en ligne ouvert et massif. Alors là, on est sur la francophonie, évidemment. Tout à fait. Qui justement peut aider les jeunes qui souhaitent s'engager dans la création radiophonique en tout genre et aborder plusieurs thèmes, et notamment dans les thèmes, puisqu'on parle aujourd'hui de dialogue, de paix et tolérance. Il y a plusieurs thématiques, notamment la diversité, les développements culturels, la paix, la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que le vivre ensemble. Donc on peut encourager tous les jeunes francophones qui souhaitent contribuer ou qui ont une fibre radiophonique pour la création radiophonique, d'aller sur le portail de la jeunesse de la francophonie pour peut-être se former déjà à travers ce CLOM et y déposer leur création. Les adultes peuvent y aller aussi. Tout à fait. Évidemment. Donc francophonie.org pour avoir toutes ces informations, que ce soit pour le 4e prix francophone de l'innovation dans les médias. On a jusqu'au 1er mars pour candidater. Il faut être un média, évidemment, membre de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie. Et toutes les informations dont on a parlé, notamment ce guide pour lutter et pour favoriser les bonnes pratiques et lutter contre les discours
discours de haine dans les médias audiovisuels, on le retrouve sur votre site internet, ainsi que ce club, comme vous dites, pour la jeunesse et pour créer des podcasts, de la balado-diffusion également sur le site de la francophonie. Merci en tout cas Bertrand Levent d'être venu. Merci de m'avoir invité. Ici pour cette journée mondiale de la radio à l'UNESCO. Merci d'être venu fêter avec nous et on va suivre tout ça évidemment. Merci en tout cas. Merci. Avant de retrouver Dominique Guillot et de faire un zoom sur l'Afrique et sur la radio en Afrique, je vous propose d'écouter une interview de David Smith. Alors, je ne sais pas si vous savez qui c'est, David Smith, Dominique Guillot. J'avoue mon ignorance. Eh ben, écoutez, on est là pour ça. Mondialement connu. On est là pour ça. Il a été directeur d'une radio qui s'appelle Radio Okapi. Ah oui. Est-ce que vous connaissez Radio Okapi ? Bien sûr. Alors, vous connaissez Radio Okapi, ça a été la radio qui a été mise en place par la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Voilà donc la parfaite illustration de la radio comme étant aujourd'hui un moyen peut-être d'apaiser des conflits dans des zones qui ont été tourmentées par la guerre. Vous allez y arriver en République démocratique du Congo, ça va un petit peu mieux, mais tous les jours ne sont pas faciles et peut-être qu'un numéro 1 va favoriser ce dialogue et cette propagation de la paix. Je propose d'écouter donc David Smith qui a été le directeur de cette radio Okapi, la radio de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Thank you, David, for being with us today to talk about World Radio Day 2019. You worked as the director for Radio Okapi, the radio station for the United Nations mission in the Democratic Republic of the Congo. Could you tell us a little about the work of Radio Okapi in helping to put an end to the conflict there? Well, when I'm asked this question, I usually like to start with what the then Special Representative of the Secretary General, Amos Namanga Ngongi, said at the time. He was speaking in front of the Security Council, briefing the Security Council on the state of MONUC at the time, and this was in early 2002. And he described Radio Okapi as having electronically dismantled the front line in what many had called Africa's First World War. What Radio Okapi did is allowed the people in a country that was divided in three. There was the area around Kinshasa that was under the control of the Kabila government and those supporting him. Then there was the Far East, which was under the control of Rwandan-backed rebels. And then parts of the center and north of the country were under the control at the time of Rwandan-backed, or rather Ugandan-backed rebels. It made it almost impossible for all Congolese to talk to each other. In those days, cell phone networks did not communicate with each other across the front line. And the then state broadcaster, the RTNC, was in the hands of the various groups controlling the various parts of the country. So, in effect, Congolese were given a voice across the country by Radio Okapi for the first time since the war had started. And what was the specific advantage of using radio to encourage tolerance between the opposing groups? Well, the Congo is one of the largest countries, the Democratic Republic of Congo, that is one of the largest countries on the continent. It's almost a subcontinent the size of Western Europe, with outside the urban areas very little infrastructure. To try to get people to talk to each other, to try to get the belligerents to talk to each other and all those involved in the conflict, the only way of reaching everybody is through radio. Fortunately, most people in that part of the world have at least access to a radio, and most people in that part of the world are accustomed to listening to shortwave radio as well. So right from the beginning, Radio Okapi broadcast on shortwave throughout the country, and as the radio network developed with the massive support of the UN peacekeeping mission, we were able to set up FM transmitters in most of the urban areas. So very simply, because it was the only way of reaching most people in the country, it allowed the Congolese to actually discuss the issues that were tearing them apart for many years. From the various programs that were broadcast by Radio Okapi, which were the most successful programs in your opinion, and why? Well, there are three that come to mind, and in order, I'd say the day that Radio Okapi began broadcasting, it was February 25th, 2002.
the radio station got off with a bang, launching stations or studios and transmitters in Kinshasa, Goma in the Far East and North Kivu, and in Kisangani in the center of the country. And the first programs to go on the air were live broadcasts from what was the inter-Congolese dialogue held in South Africa at Sun City, where the various parties to the conflict got together, and eventually a government of national unity came out of that. Because Radio Okapi was the only radio station broadcasting that live, it assured large listenership from the beginning. Obviously, the inter-Congolese dialogue did not last forever, but from that program, a new program, which continues to be broadcast to this very day, went on the air, called Dialogue entre Congolais, or Dialogue between Congolese. That's been the anchor flagship program of Radio Okapi for the past 15 years that it's been on the air. Every day, a major newsmaker, a major mover and shaker, or somebody who has knowledge of the major news stories of the day is a guest either in studio or on the telephone. And that program has the highest listenership of any radio program broadcast on Radio Okapi. Second and third, in no particular order, I'd say it would be a program in the Kinyarwandan language called Gutahuka, which is only broadcast in the far east of the country. When that program first went on the air in the Kinyarwandan language, you might imagine that many Congolese were not very happy to hear it, because at the time, the Kinyarwandan language was perceived as the language of the professor, or the language of the oppressor, the armies that had been attacking the eastern part of the country. The program was targeted at Kinyarwandan-speaking people who were living in the Congo, who had, in many cases, been there since the genocide in Rwanda of 1994. And it was part of the DDR, the demobilization program of MONUC, to get people from various rebel groups to lay down their arms and be reinserted into civil society. In this case, the Kinyarwandans were asked to lay down their arms and be resettled in Rwanda. Shortly after the program went on the air, the original hostility from the Congolese disappeared when they understood that this was a program about peace, a program to try to get people to lay down their arms and rejoin civil society. That program also remains on the air to this day. And the third program I want to mention is the Daily News Bulletin. Radio Okapi gained its very excellent reputation, I'm pleased to say, mainly by having a network of correspondents throughout the country that put together news bulletins that nobody else was able to do, because nobody had a network of correspondents across all the areas of the DRC as MONUC and Radio Okapi had. And I'll stop there. Those were the three anchor programs. In your time working with Radio Okapi, how did the station work to address the concerns of the indigenous groups of the DRC? I think the most important way of addressing the concerns was by speaking to people and listening to them in their own language. One of the original plans for Radio Okapi, right from the start, was to make sure that it broadcast in all the national languages of the DRC. And almost from day one, I say almost from day one, and at the beginning, the station broadcast in French, Lingala, Chaluba, and Kiswahili. A few days later, the other national language, Kakongo, was added. And in doing this, the feedback from the Congolese across the country was that this radio station was truly the voice of the Congolese. And by broadcasting in those languages, it gave people in each of these specific geographic regions of the country the chance to talk about any ethnic difficulties they were having in their own part of the country. You may recall, and it continues to this very day, in the northeastern Ituri region, there have been ongoing conflicts between two ethnic groups called the Lendu and the Hindu people, and the programs broadcast on Radio Okapi allowed them to speak to each other in languages that they understood. It did not always mean that peace would be following right away, but at least it gave them an opportunity to speak and help defeat the rumor mill. This year's World Radio Day celebrates the theme of dialogue, tolerance, and peace.
What is your World Radio Day message? Oh, I think it's a simple one. The simple thing is, if you give people the opportunity to speak, and radio is the best microphone for doing this in many parts of the world, especially here in Africa, the first thing that radio does by encouraging dialogue is kill the rumor mill. So much violence is the result of rumors circulating, and if there's no way to dispel that rumor, then it's a fake news story, and fake news often leads to violence that is unjustified. Not that any violence really is justified, but by having radio give people a voice and letting all those people speak, it's killing the rumor mill and allowing for discussion. And I think discussion is the first and most important path towards ending violence and creating stability. And without stability, there can't be progress. And so that's my message. Get people talking, use appropriate technology, and appropriate technology in much of the world, especially in Africa, is using radio. Radio is king. Thank you very much, David. Ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. En FM, en grandes ondes, en numérique ou par Internet. La radio vous tend le micro, vous donne la parole, vous écoute. La radio, votre accès anonyme à l'information vérifiée. Celle qui libère. Le 13 février, Fêtons ensemble la radio avec l'UNESCO.